Bonjour à tous. Je suis Mélissa Mélétrier, donc je suis médecin du travail en Île-de-France je suis avec vous aujourd'hui pour vous faire une petite présentation sur le positionnement de la médecine du travail face à la prévention des risques et la promotion de la santé au sein de cette journée santé au travail et RSE. Alors, tout d'abord, pour commencer, médecine du travail, de quoi parle-t-on? Donc, le médecin du travail, ce n'est pas le médecin généraliste embauché par l'entreprise, c'est une spécialité particulière qui est dédiée à la médecine préventive et dont la mission est définie dans le Code du travail, qui est éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Alors, cette mission, elle se décline en plusieurs grands chapitres. La première, c'est conduire des actions de santé au travail, par exemple faire des campagnes de sensibilisation sur le RPS, le risque routier, réaliser des mesures, par exemple des mesures de bruit en entreprise ou doser les produits chimiques présents dans l'atmosphère d'un milieu de travail, ou ça peut être encore des études de poste avec une étude des postes des travailleurs en conditions réelles. Deuxième grand chapitre, c'est que le médecin du travail, c'est un peu le conseiller de tout le monde. Donc, c'est le conseiller de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants sur à la fois les risques professionnels, les conditions de travail et l'organisation du travail et bien entendu sur l'adaptation des postes pour préserver le maintien dans l'emploi. Alors, quand est-ce qu'on joue ce rôle de conseiller? Un peu tout le temps et notamment lors des CSSCT, qui sont les commissions santé, sécurité, conditions de travail, qui sont des émanations du CSE où le médecin du travail peut être amené à se prononcer sur différents sujets. Bien entendu, troisième grand chapitre, c'est la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques auxquels ils sont exposés, de la pénibilité de leur poste et de leur âge. Dernier grand chapitre, donc c'est le médecin du travail participe à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Et pour faire cette traçabilité, il peut la faire à la fois en individuel dans les dossiers médicaux, mais il y a aussi un certain nombre de documents collectifs qu'il peut écrire et dont on verra un peu plus le détail après. Alors, bien entendu, pour remplir toutes ces missions, le médecin du travail, ce n'est pas un salarié comme les autres. Il a à la fois une indépendance technique qui est garantie par le code de déontologie. Donc, un employeur ne peut pas fixer des priorités au médecin du travail. C'est lui qui décide de quelles actions sont prioritaires, qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Bien entendu, le médecin du travail est soumis au secret médical comme tout médecin. Et enfin, critère important, c'est un salarié protégé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être licencié sans l'avis de l'inspecteur du travail. Et donc, en théorie, un employeur ne peut pas licencier un médecin du travail qui, seulement parce que celui-ci n'irait pas dans son sens ou parce que ça ne lui plairait pas. Alors, médecine du travail et handicap. Déjà, au niveau du handicap, il y a plusieurs niveaux qu'il faut distinguer quand on parle de handicap. Le premier niveau, donc, c'est la lésion, c'est le diagnostic. Par exemple, ça va être j'ai une hernie discale. Le deuxième niveau, c'est la déficience. Donc, c'est les signes cliniques qu'on a en rapport avec la lésion ou parfois quand on n'a pas identifié la lésion. Ça va être, par exemple, j'ai mal au dos. L'incapacité, c'est la limitation d'activité. Ça va être, par exemple, je ne peux pas porter des charges lourdes ou je ne peux pas rester longtemps debout. Et le handicap, au final, ça correspond à un désavantage par rapport aux autres. Donc, ça se joue au niveau social. Et ça va être, par exemple, j'ai perdu mon boulot ou je ne peux pas avoir les mêmes loisirs que les autres, etc. Le handicap, c'est donc l'interaction entre la déficience, l'incapacité qui en découle et l'environnement physique, social et culturel. Alors, le médecin du travail, il est bien entendu aux premières loges pour détecter et accompagner les situations à risque de désinsertion professionnelle, notamment quand il y a donc un problème de handicap. Donc, il va avoir plusieurs actions. Alors, la première déjà, c'est qu'il peut orienter la personne vers le système de soins, soit en l'orientant vers son médecin généraliste, soit vers un médecin spécialiste, soit donner des conseils.
Par exemple, lui conseiller de faire de la kiné ou de faire tels examens ou d'aller voir un psychologue, par exemple. Et deuxième partie, donc, il va proposer des outils pour permettre le maintien dans l'emploi. Alors, quel type d'outils? Donc, il peut faire des propositions d'aménagement de poste. Par exemple, je ne peux pas rester longtemps assise, j'ai peut-être besoin d'un bureau à hauteur variable pour pouvoir varier mes positions assis et debout. Ça peut être aussi un aménagement du temps de travail, comme par exemple un mi-temps thérapeutique, où je peux travailler à mi-temps tout en ayant mon salaire complet, d'organisation du travail, comme le télétravail par exemple. Et quand il pense que la personne ne peut pas revenir sur son poste antérieur, il peut préconiser soit un reclassement interne au sein de l'entreprise, soit une reconversion professionnelle en dehors de l'entreprise. Bien entendu, le médecin du travail, c'est aussi le conseiller de l'employeur sur l'embauche de personnes avec handicap pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Et il va notamment aiguiller l'employeur sur les aides qui sont disponibles pour mettre en place ces mesures, notamment via Cap Emploi. Alors, médecine du travail et prévention des risques, donc ça, c'est la partie qui va peut-être le plus vous intéresser. Donc, le médecin du travail, il a comme dans ses missions d'identifier les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés qu'il suit. Alors, comment il fait? Déjà, ça commence par les consultations, puisque à chaque consultation, on pose la question à la personne de qu'est-ce qu'il fait comme travail, comment il le fait, quels produits il utilise, comment il s'entend avec son chef, comment il s'organise, etc. Ça peut être lors de visites des lieux de travail ou ça peut être lorsqu'il envoie un membre de son équipe, donc l'équipe pluridisciplinaire, qui peut être par exemple un technicien, un ergonome, un psychologue, une infirmière, qui va intervenir donc dans l'entreprise. Une fois qu'il a identifié ces risques, et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va les tracer et donc produire un certain nombre de documents où seront notés ces risques. Alors, le premier document, c'est ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que la fiche d'entreprise? Je pense que vous connaissez bien, c'est le document unique d'évaluation des risques. Donc, le document unique, c'est la vision de l'employeur sur les risques auxquels il expose les salariés de son entreprise. Et bien, la fiche d'entreprise, c'est la vision du service de santé au travail sur les risques présents dans l'entreprise. Donc, c'est un diagnostic qui est indépendant et où le médecin et son équipe vont noter les risques, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'exposition à ces risques ou qu'il y ait moins de risques, ou des propositions d'intervention comme voilà, viens venir faire des mesures, etc. Alors, deuxième document qui est fait, celui-ci pour les grandes entreprises de plus de 300 salariés, c'est le rapport annuel. C'est-à-dire que chaque année, le médecin du travail va faire un rapport pour ces entreprises où il va noter à la fois son activité de consultation, le nombre de consultations, le nombre d'aménagements de poste qu'il va donner, le nombre d'avis, etc. Et il y aura aussi une partie sur les risques de l'entreprise. Voilà, quels risques il pense qui sont présents dans l'entreprise, comment ça a évolué d'une année sur l'autre. Voilà, et en général, c'est aussi une source d'information importante. Dernier outil de traçabilité, c'est ce qu'on appelle les alertes. C'est peut-être l'outil le plus fort juridiquement. Donc, c'est en général un courrier qu'écrit le médecin du travail à l'employeur quand il a repéré un risque grave pour la santé. En général, le plus souvent, c'est utilisé dans les situations de RPS. Quand on a plusieurs personnes, par exemple, d'un même service qui vont pas bien du tout et qui sont en train de décrocher et voilà, qui sont en très mauvaise santé. Quand on a un nombre significatif de personnes, on peut faire un courrier d'alerte en disant que dans ce service, voilà, il y a un problème et qu'il faut faire une évaluation ou il faut intervenir pour modifier les choses pour que la santé de ces salariés soit préservée. Et donc, une fois que le médecin du travail a identifié et tracé ces risques, il va proposer en général une intervention de son équipe pour soit poser des diagnostics un peu plus complets avec une intervention plus poussée, soit faire des actions de prévention
Ça peut être, par exemple, quand on a, par exemple, un RPS, c'est de faire, par exemple, des groupes d'expression, des choses comme ça, pour justement pouvoir identifier les problèmes. Alors, bien entendu, du fait de la charge de travail et du nombre restreint de médecins du travail, on ne peut pas aller dans toutes les entreprises tous les ans partout. Et donc, il faut se fixer des priorités. Et donc, le médecin, déjà, va aller dans les entreprises où il pense qu'il y a le plus de problèmes, selon ce qu'il va voir en consultation. Et puis, il y a aussi des priorités fixées au niveau régional via les CPOM, donc les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui sont signés entre les services de santé au travail, les CARSAT et la Directe, qui reprennent des risques en lien avec le plan régional santé-travail. Par exemple, il y avait un CPOM garage où voilà, le but d'un service, c'était d'aller voir tous ces garages, de faire toutes leurs fiches d'entreprise et de voir à quoi étaient exposées les personnes et de mener des actions ensuite derrière de prévention. Notamment, par exemple, sur les fumées de diesel avec des extracteurs de fumée, voilà, pour que les personnes qui fassent les essais des véhicules dans les garages soient moins exposées à ces cancérogènes. Alors là, je vous ai mis un petit exemple d'étude de poste qui est en cours dans un de mes entreprises que je suis. Et donc, c'est le poste d'archiviste. Alors, je vais peut-être bouger un peu ma tête pour que vous voyez mieux les photos. Voilà. Et donc, le poste d'archiviste, c'est le point de départ, c'est moi qui suis nouveau médecin du travail dans cette entreprise, qui décide de faire un peu le tour de l'entreprise. Et via la visite des services, je tombe sur cette équipe d'archivistes qui fait des efforts de manutention importants, puisque comme on le voit aussi, en fait, ils vont récupérer tout un certain nombre de documents qui sont rangés dans des boîtes, qu'ils vont mettre dans des chariots pour ensuite leur mettre dans un camion et le transporter au centre d'archives. Et donc, ça n'a pas trop l'air comme ça, mais chaque petite boîte, là, ça fait au moins 5 kilos, voire plus. Et donc, il y a beaucoup de gestes de manutention pour empiler ce grand nombre de boîtes, parce que c'est à chaque fois plusieurs chariots qui partent dans la même demi-journée. Donc avec beaucoup d'efforts de manutention. Et puis, ils ont une activité aussi de recherche de documents que les services leur demandent quand ils ont une question sur un document archivé. Et donc, on le voit quand ils font leur recherche, ils prennent des postures qui ne sont pas tout à fait ergonomiques, avec notamment des postures penchées, puisqu'il y a du stockage en bas. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait cette étude de poste avec le contrôleur de la CRAM, ce qu'on a préconisé, un des premiers points, c'était par exemple de changer leur modèle de chariot pour qu'au lieu de faire cette espèce de transvasement du chariot bleu qu'on voit un peu derrière à ce chariot-là, qu'en fait que les personnes embarquent directement un chariot qu'ils mettront directement dans leur camion, de type, par exemple, un de ce type-là, avec un frein central, parce que les chariots, le problème des chariots bleus là, c'est qu'ils n'avaient pas de frein central et donc ce n'était pas sécurisé à l'intérieur du camion. Voilà, donc ça leur éviterait quand même pas mal de mouvements et de manutention, de zapper cette étape-là. Et puis, il y avait toute une réflexion qu'on a eue sur l'organisation du travail, notamment les surfaces qui étaient allouées, parce qu'on voit bien, par exemple, ici, au centre d'archives, il y en a partout dans les couloirs, et donc, ils n'ont pas assez de surface pour pouvoir faire des rotations et pouvoir voilà, avoir un peu de marge de manœuvre dans leur activité. Et on a aussi préconisé voilà, qu'il y ait une vraie réflexion entre ce service archives et les autres services sur de quelles archives on a besoin, sous quelle forme, qu'est-ce qu'on peut numériser, qu'est-ce qu'on doit garder en forme archive, voilà, pour un peu réfléchir sur du plus long terme et sur de l'organisation pour diminuer tous ces efforts de manutention. Voilà. Alors, un petit mot peut-être sur la santé publique, puisque vous le savez, en ce moment, il y a la réforme Lecoq, qui va bientôt passer au Sénat et qui sur la santé au travail.
et qui aimerait rajouter des actions de santé publique dans le bagage des services de santé au travail, type dépistage du cancer colorectal, campagne anti-tabac, promotion de l'alimentation, promotion du sport, etc. Alors, à l'heure actuelle, il faut quand même savoir qu'on est en déficit, en pénurie de médecins du travail. Un binôme médecin plus infirmière du travail suit à peu près 5000 personnes, ce qui correspond à peu près plus de 300 entreprises, petites et moyennes entreprises. Donc, bien entendu, déjà, quand on voit un médecin pour 300 entreprises, on se doute bien qu'on n'a déjà même pas le temps de faire toutes nos missions à nous et de toutes les remplir. Or, le médecin du travail, c'est le seul professionnel de santé qui va s'occuper des questions du travail. Alors que tout ce qui est question sport, alimentation, tabac, ça peut être fait par d'autres professionnels de santé, par exemple les généralistes, les infirmiers libéraux, etc. Donc, c'est un vrai problème de rajouter ce bagage alors qu'on n'a déjà même pas le temps de faire toutes nos missions. Et si on en rajoute ce type de choses en plus, ça va nous éloigner encore plus des questions du travail. Et donc ça, c'est une tendance qu'on voit actuellement, comme la tendance aussi à passer de la santé au travail à de la qualité de vie au travail, ce qui n'est complètement pas du tout la même chose. À titre un peu d'exemple, à un moment, je suivais une mairie qui avait beaucoup d'absentéisme sur les ATSEM. Alors, les ATSEM, c'est ceux qui aident, les agents qui aident les maîtres et les maîtresses à l'école maternelle, donc qui font des petits ateliers pour les enfants et qui font aussi des actions de ménage. Et donc, dans cette mairie, il y avait beaucoup d'ATSEM qui n'étaient pas là. Et leur projet, quand je suis arrivée, c'était de proposer à ces ATSEM des séances de kiné. Voilà, qu'il y a un kiné qui vienne, qui leur fasse des massages et au sein de leur plan à qualité de vie au travail. Donc, moi, j'ai dit que bon, faire des séances de kiné, c'est bien, ça va leur faire du bien sur le moment, mais que c'est quand même plus important de s'attaquer un peu à la source du problème, qui sont les conditions de travail de ces ATSEM. Et donc, j'ai proposé qu'on fasse une étude ergonomique, et c'est ce qu'on a fait. Et à l'issue de cette étude ergonomique, on a notamment réfléchi sur le matériel qu'elles utilisaient, l'organisation qu'elles avaient justement pour faire le ménage, l'utilisation de la monobrosse, qui est un gros engin qui vibre pour décaper les sols et qui est quand même assez difficile à manier. Enfin bref, voilà. Donc, on sait vraiment, si on se contente de faire juste de la kiné plutôt que d'aller à la source du problème et d'interroger les conditions de travail, voilà, on voit bien que santé au travail et QVT, ce n'est pas toujours forcément la même chose. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce que je viens de vous dire? Donc, le médecin du travail, c'est le spécialiste du lien santé-travail. Donc, c'est le conseiller des employeurs, des salariés et de leurs représentants du personnel, que ce soit sur les risques professionnels ou sur l'intégration des personnes qui ont un handicap. Donc, il est capable de mobiliser plein d'autres acteurs, soit de son équipe, comme l'équipe pluridisciplinaire, comme je dis, ergonome, infirmière, toxicologue, psychologue, etc. Et des acteurs aussi extérieurs à son équipe, comme les acteurs du maintien dans l'emploi, Cap Emploi, etc. Il va laisser un certain nombre de traces sur les risques professionnels présents dans l'entreprise. Et ces documents, ce sont aussi des leviers pour faire bouger les lignes au sein des entreprises, vu que les employeurs ont quand même une responsabilité sur la santé de leurs salariés. Alors, petit dernier mot sur la réforme qui est en cours. Donc, nous, en ce moment, il y a une réforme de la médecine du travail tous les 4 ans. Donc, on est encore avec une énième réforme. Et cette réforme, elle est d'une part un peu dangereuse parce que ce que je vous ai expliqué, de vouloir nous rajouter des actions de santé publique. D'autre part, elle a pour vocation, en fait, de transformer encore plus qu'actuellement les services de santé au travail en service de prestation aux entreprises, en notamment supprimant la coordination de l'équipe pluridisciplinaire du médecin du travail. Et alors que les membres de l'équipe
dans les membres de l'équipe, seul le médecin du travail est salarié protégé. Les autres ne sont pas protégés, donc ne sont pas forcément aussi indépendants. Et l'idée, c'est de leur mettre la pression pour que leur activité, ce soit davantage de l'aide aux documents uniques pour satisfaire voilà, les employeurs et qui remplissent leurs obligations, que de faire des réelles actions de prévention ou voilà, comme on a pu voir ce que je vous ai montré comme exemple. Donc voilà, bon, on espère que on va voir ce que ça va donner après le Sénat et puis on verra bien la suite. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas pris trop de temps, que ça vous sera utile ce que je vous ai raconté. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, je vous ai laissé mon mail melissa.ménétrier@obspm.fr et puis je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée.